Bonjour, bonjour les amis. Ce soir, dans cette vidéo, je te propose de te parler de savoirs inutiles mais qui peuvent toujours être utiles. Et le thème est les voitures. Alors, commençons. Installe-toi confortablement là où tu te sens le mieux. Et je vais débuter cette lecture avec encore de grandes et de belles choses à savoir. Commençons. Le premier savoir inutile est: qu'est-ce qu'une plaque d'immatriculation rouge? C'est vrai que je me le suis toujours demandé et je ne sais pas ce que c'est. Vous avez vu circuler des voitures avec des plaques d'immatriculation rouge et voudriez bien savoir ce que c'est. Il ne s'agit pas de plaques officielles réservées au corps diplomatique ni à l'armée. Alors une plaque rouge, c'est quoi exactement? Les plaques d'immatriculation rouge portent des lettres blanches ou argentées. Sont des plaques temporaires. Elles concernent les voitures de tourisme, camping-cars, 2 et 3 roues immatriculables, achetées neufs sur le territoire français, mais qui ne sont pas soumis à la TVA ni aux droits de douane. Ces véhicules non soumis à ces taxes sont destinés à l'exportation. C'est pourquoi, pendant la durée de leur séjour en France, ils portent les fameuses plaques d'immatriculation rouge. Ces plaques ont un nom spécifique, puisqu'elles concernent le transit temporaire des véhicules. On les appelle les plaques TT. Les conditions d'obtention d'une plaque d'immatriculation rouge. L'immatriculation TT requiert que le propriétaire du véhicule remplisse l'ensemble des conditions suivantes. La résidence principale du propriétaire du véhicule doit être située hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. La résidence principale doit également être située hors Union européenne. La personne propriétaire du véhicule doit être en transit sans exercer d'activité à but lucratif durant sa présence dans l'Union européenne. La personne doit être titulaire du permis de conduire depuis au moins 1 an et la personne doit être âgée de 21 ans au minimum. Le propriétaire d'un véhicule à plaque d'immatriculation rouge ou plaque TT n'est cependant pas la seule personne autorisée à conduire son véhicule. Il est autorisé à laisser le volant assez proche du premier cercle, conjoint, enfant, parent. Pendant combien de temps peut-on utiliser une plaque d'immatriculation rouge? La durée minimale de l'immatriculation en transit temporaire TT est de 3 semaines. Quant à la durée maximale, elle est d'1 année. Pour connaître la date d'expiration d'une plaque d'immatriculation rouge, c'est très simple. Il suffit de lire la plaque. En effet, sur la droite de la plaque d'immatriculation TT figure sa date limite de validité. Mais le simple port de plaque d'immatriculation rouge ne suffit pas en cas de contrôle par les forces de l'ordre. La personne conduisant le véhicule doit être en mesure d'en présenter la déclaration d'exportation, un document à garder précieusement dans la boîte à gants lorsqu'on est sur la route. Ensuite, article suivant. Eh bien, je ne savais pas du tout que c'était une question
d'achat et de transit. Deuxième article, comment faire pour que la portière ne colle pas quand ça gèle. Vous vous êtes levé en avance et pourtant vous serez en retard, car voilà 20 minutes que vous essayez d'ouvrir la portière de votre voiture gelée par le froid. Heureusement, des astuces existent pour éviter ce genre de scénario catastrophe. Ça tombe à pic, nous allons bientôt être en hiver. Quand la température extérieure descend en dessous de 0, le caoutchouc du joint des voitures peut coller au métal des portières. Du gel peut également se former dans les serrures, ce qui empêche d'entrer dans la voiture. Forcer sur la portière ou s'énerver sur la serrure ne sont pas des solutions. On risque de briser la poignée ou la clé et d'aggraver le problème. Mettre une bâche sur sa voiture en cas de grand froid permet de prévenir la formation de gel. Mais si cela arrive, on peut avoir recours à différents produits et techniques qui auront pour but de faire fondre le gel et de préserver l'élasticité du caoutchouc. Ouvrir rapidement une portière collée par le froid. En cas de portière coincée par le froid, la première astuce consiste à réchauffer le joint. On peut se servir pour cela d'un sèche-cheveux, à condition d'avoir une rallonge assez grande pour le brancher. Super astuce. Ou on peut arroser les joints avec de l'eau chaude et du dégivrant. Si l'on utilise de l'eau, il faut veiller à ne pas en verser sur la serrure et à sécher immédiatement le joint après ouverture de la porte. Si les températures sont vraiment très basses, on évitera également de mettre de l'eau sur les vitres, dont le pare-brise, car ces dernières pourraient se fissurer. Ces astuces ont l'avantage de permettre de partir rapidement plutôt que de s'acharner sur une porte qui ne s'ouvre pas. Mais le mieux reste de prévenir le problème pour qu'il ne survienne pas. Comment empêcher la portière d'être collée quand ça gèle? Plusieurs produits permettent d'empêcher la formation de givre sur les joints de porte des voitures. L'idéal serait d'en appliquer la veille des journées très froides ou régulièrement dès l'arrivée des grands froids. La glycérine, le savon de Marseille, la cire ou le talc ont tous des propriétés qui empêcheront le caoutchouc des joints de coller au métal des portières. On trouve également dans les magasins qui vendent des produits pour les automobiles des bombes en silicone ou à la poudre de graphite. La glycérine et le talc sont disponibles en pharmacie. Quant à la cire d'abeille, on peut en trouver dans certains magasins de bricolage, ainsi que dans des magasins bio ou qui vendent des produits naturels. Cependant, vous pouvez également fabriquer votre propre dégivrant maison en mélangeant 2 tiers d'eau, 1 tiers d'alcool et un peu de liquide vaisselle. L'alcool empêche le mélange de gelée, tandis que le liquide vaisselle laisse sur la surface traitée un film un peu gras qui empêche la formation d'une nouvelle couche de gel. Ensuite, qui a inventé l'essuie-glace? Ça m'intéresse, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle. À la fin de l'année 1903, il gèle sur la ville de New York. Les conducteurs de tramway ne voient rien à travers leur pare-brise couvert de givre. Ils doivent régulièrement sortir la tête par la fenêtre pour éviter de provoquer un accident et sont contraints de s'arrêter de temps en temps pour retirer la glace. Le premier essuie-glace est un bout de bois. De passage dans la ville, une agricultrice de l'Alabama, Mary Anderson, a une illumination. Il faut un système pour nettoyer la vitre depuis l'intérieur
de la cabine. Elle confectionne alors le premier prototype d'essuie-glace, une bande de caoutchouc attachée à un bout de bois. Le balai se fixe sur un coin en haut de la vitre et est relié à une manette située dans l'habitacle. Voilà. Le conducteur peut actionner le dispositif dans un mouvement de balancier chaque fois que nécessaire. Marie dépose le brevet pour son invention en 1903. Peu convaincus, les constructeurs automobiles mettent une dizaine d'années avant d'en équiper leurs véhicules en série. En 1917, c'est une autre américaine, Charlotte Bridgewood, qui met au point le premier essuie-glace électrique. C'est fou. Ensuite, au moins maintenant nous savons qui a inventé l'essuie-glace. N'est-il pas incroyable de savoir ça? Savoir suivant. Voilà la technique infaillible pour s'extraire d'une voiture qui coule. Évidemment, je vous souhaite du fond du cœur que cela ne vous arrive jamais, jamais, jamais. Parce que ça doit être catastrophique de vivre ça. Mais au moins, peut-être que c'est très utile de le savoir comme une sorte de premier secours. Les héros de films d'action n'ont aucun problème pour s'en tirer, mais ils ne s'y prennent pas toujours correctement. La méthode la plus efficace et qui demande une grande présence d'esprit consiste à sortir du véhicule par la fenêtre avant qu'il ne coule complètement. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, les passagers disposent en fait d'un délai de 30 à 60 secondes environ, pendant lequel la voiture flotte à la surface. Inutile d'essayer d'ouvrir la porte car l'eau à l'extérieur exerce une trop grande pression. Si la fenêtre électrique ne s'ouvre pas, il faut immédiatement la casser. Attendre que la voiture soit remplie d'eau pour ouvrir la porte. En revanche, une fois la voiture immergée, la pression empêchera également d'ouvrir la vitre. Il faut alors attendre que l'eau remplisse presque complètement l'habitacle, en maintenant son visage le plus près possible du toit. Les pressions internes et externes s'égalisent alors et il est possible d'ouvrir la porte, mais il faut être capable de retenir sa respiration longtemps. Pas très gai tout ça, mais bon, je pense que c'est utile de le savoir parce que nous sommes à l'abri de rien, même si je touche du bois pour que ça n'arrive vraiment à personne, vraiment, ni à moi ni à personne. Et j'espère que cela ne vous est jamais arrivé non plus. Changeons un peu de sujet, enfin oui, enfin non, reste dans le même thème, mais du coup, prochain savoir, et ça peut être aussi intéressant. D'où vient l'auto-tamponneuse? Mais oui, d'où vient-elle? Au début du XXe siècle, piloter une automobile, c'est un rêve, mais pour le commun des mortels, il reste inaccessible, sauf dans les parcs d'attractions. En 1905, au Luna Park de Coney Island, à New York, on s'amuse à conduire des petites voitures sur un plancher mouvant. Rapidement, elles sont pourvues d'un petit moteur. Se rentrer dedans pour s'amuser. Dans les années 1920, l'automobile se banalise dans les rues. Les manèges de voitures n'amusent plus personne. Les forains lancent donc un nouveau concept. Ce qui est drôle, ce n'est plus de conduire, c'est de se rentrer dedans. On installe alors des pare-chocs en gomme. En 1928, l'entreprise américaine Luce Brothers met au point un système d'alimentation via une tige fixée à l'arrière du véhicule et reliée à un grillage électrifié au plafond. L'auto-tamponneuse moderne est née. Voilà, donc c'est
mystère suivant. Pourquoi les pneus crissent-ils dans les parkings? Parce que le caoutchouc adhère mieux sur le sol lisse des parkings qu'il ne le fait sur le bitume granuleux des routes. Il se forme en effet des liaisons de type électrostatique entre les longues chaînes moléculaires du caoutchouc et le revêtement lisse du parc de stationnement. La surface de contact des pneus avec le sol est assimilable à un cercle d'environ 15 cm de diamètre. Lorsqu'on tourne les roues à faible vitesse, le cercle de contact pivote sur lui-même. Les liaisons électrostatiques génèrent alors une succession d'étirements et de relâchements des chaînes moléculaires de caoutchouc au rythme de 1500 à 3000 fois par seconde. Ces sollicitations dissipent de l'énergie sous forme de crissement dont les fréquences sont comprises entre 1500 et 3000 Hz. Ensuite, article suivant. Quand le feu tricolore a-t-il fait son apparition? Aujourd'hui incontournable dans nos centres-villes, le feu de signalisation tricolore n'est pourtant arrivé qu'assez tardivement dans nos rues, il y a moins d'un siècle. Dès les premières leçons de code de la route, les feux tricolores et le feu piéton associé sont indissociables de notre expérience sur la route. Partout dans le monde, quand la simple priorité à droite ne suffit plus, ils aiguillent notre conduite, rythmant le balai de la circulation dans les villes et les villages. Mais depuis quand se sont-ils imposés dans l'urbanisme contemporain? Depuis quand les conducteurs du monde entier klaxonnent-ils quand l'automobiliste devant eux ne redémarre pas assez vite après le passage au vert? Quels sont les ancêtres des feux de circulation tricolore? Avec le développement des réseaux de circulation dans les tissus urbains, y compris les chemins de fer et les tramways, la circulation se densifie de plus en plus dans les villes à travers le monde, multipliant le risque d'accident. Pour y remédier, la solution de créer une signalisation d'alternance de circulation au niveau des croisements commence à s'imposer. La ville de Londres est la première à tenter l'expérience en inaugurant le premier feu de signalisation le 10 décembre 1868 au niveau du Parliament Square. À l'époque, il ne s'agit encore que d'un feu bicolore constitué de deux écriteaux mobiles activés à l'aide d'un levier et éclairés par la flamme au gaz d'un sémaphore. Mais l'expérience sera de courte durée. Quelques semaines après son lancement, l'appareil explose, brûlant grièvement l'agent de police chargé de l'actionner. Premier feu tricolore en France. Qui a inventé le feu de signalisation tricolore? Pour trouver la trace du premier feu rouge, il faut s'envoler vers les États-Unis, en partie grâce au développement rapide de l'électricité dans le pays. Il est installé dans la ville de Cleveland le 5 août 1914. Néanmoins, encore une fois, il ne s'agit pas d'un feu tricolore, mais d'un simple feu rouge, accompagné d'une sonnerie qui s'allume et s'éteint pour arrêter ou laisser passer les véhicules. L'inventeur du dispositif, Garrett Augustus Morgan, vend le brevet de son invention au géant de l'électricité General Electric Company pour $40 000, permettant au feu de signalisation de se développer à l'échelle des États-Unis, puis du monde entier. En France, le premier feu de signalisation mécanique est installé à Paris en 1923, à l'angle des croisements du boulevard de Strasbourg et des grands boulevards. Paris est la première ville européenne à s'en équiper et sera suivie par Berlin en 1924, Milan en 1925, Rome en 1926 et Londres en 1927. Couleur rouge, orange, vert. Quel est l'ordre d'allumage des feux tricolores sur le réseau routier et piéton?
Les premiers feux de circulation étaient soit de simples feux rouges, soit des feux bicolores rouge et vert. En Amérique, le premier feu tricolore rouge, orange et vert apparaît dès le début des années 1920 à New York. Mais s'il ne se démocratise pas immédiatement, créant chez certains globetrotters une vraie confusion. C'est pourquoi se tient le 30 mars 1931 à Genève la première convention internationale sur l'unification de la signalisation routière. Cette dernière va conduire à l'uniformisation des panneaux de signalisation sur le bord des routes, mais aussi à l'adoption du feu tricolore dans sa forme actuelle. La France entérine cette décision par la circulaire du 11 juillet 1938 qui réglemente les couleurs du feu tricolore. Le feu rouge qui indique quand la voiture doit s'arrêter, le feu vert qui lui dit quand passer et le feu orange qui lui permet de ralentir avant de s'arrêter pour éviter les accidents dus aux erreurs d'inattention. C'est aussi par décret qu'est fixée aujourd'hui en France la durée d'un feu rouge. Le cycle d'un feu, ça c'est intéressant aussi, le cycle d'un feu en moyenne entre 80 et 90 secondes et peut atteindre 120 secondes aux intersections traversées par une voie de tramway. Bon, très bien. Savoir suivant, et pas si bête que ça. Peut-on être verbalisé pour un excès de lenteur? Les forces de l'ordre peuvent verbaliser un excès de lenteur. Cela se produit moins couramment que l'excès de vitesse, mais dans certaines situations, ce comportement s'avère très dangereux et des sanctions sont prévues par la loi. Il est possible de verbaliser l'excès de lenteur considéré comme une infraction s'il n'y a pas de solide raison à cette faible allure. L'article R 413-19 du Code de la route stipule qu'aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. Aucun radar ne détecte une vitesse trop lente. Il revient ainsi aux forces de l'ordre de déterminer si un automobiliste roule trop lentement. Il n'existe pas de vitesse minimale à laquelle conduire, mais il y a des circonstances dans lesquelles la lenteur représente un problème ou un danger. Quels sont les risques si vous roulez trop doucement sur l'autoroute? Rouler à une vitesse plus faible est bon pour l'environnement. Mais si la circulation est fluide et que vous ralentissez les autres automobilistes, on pourrait verbaliser cet excès de lenteur. Le risque est élevé sur l'autoroute, particulièrement sur la voie de gauche. Sur ce point, la loi est claire. La vitesse minimale est de 80 km/h si les conditions atmosphériques offrent une bonne visibilité et une adhérence suffisante. Dans d'autres contextes, vous pourriez former un embouteillage avec une vitesse excessivement lente ou représenter un danger. Par exemple, sur une route nationale, rouler à moins de 50 km/h est risqué, puisque les autres conducteurs arrivent majoritairement bien plus vite. Cette possible verbalisation se produit rarement en ville, mais cela peut arriver. Code de la route, puis-je être verbalisé pour rouler trop lentement? Si vous êtes verbalisé pour un excès de lenteur, il n'y a pas de retrait de points. L'infraction est sanctionnée par une contravention de deuxième classe. Il s'agit d'une amende forfaitaire de 35 € qui peut s'élever à 150 € en cas de récidive. Il est conseillé de régler cette amende le plus tôt possible, car vous ne paierez que 22 € si vous vous y prenez dans les 15 jours. Conditions météo désastreuses et bouchons mis à part, aucune raison ne justifie pour le code de la route de rouler à une vitesse excessivement lente. On peut ralentir un peu pour consommer moins d'essence sans gêner la circulation. On peut se montrer prudent sur les routes françaises dangereuses sans faire prendre de risques aux autres conducteurs. Quelles sont les sanctions
excès de vitesse en ville ou sur l'autoroute. Ce qui est prévu pour sanctionner les excès de vitesse est bien plus précis pour eux que les conditions pour verbaliser l'excès de lenteur. C'est évidemment plus fréquent. D'après l'ONISR, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, plus de la moitié des infractions du code de la route sont des excès de vitesse. Le barème dépend de la vitesse autorisée sur la route. Les amendes forfaitaires vont de 68 à 3 750 €. Le retrait d'un point est effectué dès lors qu'il y a un excès de vitesse compris entre 5 et 20 km/h au-dessus de la limite autorisée. Le permis est suspendu avec un excès de plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Et pour terminer cette vidéo sur les savoirs inutiles en voiture, sur la route ou de portière gelée et d'auto-tamponneuses, maintenant passons à la question: a-t-on le droit de conduire pieds nus? Dans certaines situations, il peut être tentant de se déchausser pour conduire son véhicule. Et si vous avez déjà conduit votre véhicule pieds nus, vous avez peut-être apprécié l'expérience. Alors moi j'ai déjà essayé, pas du tout, j'aime pas du tout, j'ai pas des grands pieds et j'ai l'impression que j'arrivais pas à appuyer sur les pédales, donc, mais même en tongs, donc oups, moi j'aime pas. Vous venez de terminer une randonnée en montagne de plus de 6 heures. Votre voiture est restée au soleil toute la journée, ou vous avez tout simplement oublié ou perdu vos chaussures à la plage. Les occasions de conduire son véhicule pieds nus peuvent être nombreuses et souvent très tentantes. Mais quelles en sont les conséquences? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et surtout, a-t-on le droit de conduire sa voiture pieds nus en France? Découvrons-le ensemble à vos marques. Prêt? Partez. Conduire pieds nus, conduire en chaussettes. Peut-on conduire pieds nus en France? La conduite pieds nus ou en chaussettes n'est pas explicitement interdite par la loi française. Attendez, ça date de quand ça? Eh oui, modifié septembre 2024. Ok, donc on est dans les clous. Je pensais que c'était interdit. La réglementation stipule qu'un automobiliste doit être en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Que doit-on comprendre? Tout simplement que la tenue du conducteur ne doit pas nuire à sa conduite. Un automobiliste doit toujours être en mesure de maîtriser son véhicule et de réaliser les manœuvres dans de bonnes conditions. Cependant, conduire pieds nus peut entraîner une amende forfaitaire pour infraction si les forces de l'ordre jugent que le non-port de chaussures a entraîné un comportement dangereux. D'accord. De même, pour votre assurance qui peut refuser de vous indemniser en cas de dommage si elle considère que la conduite pieds nus est la cause de l'accident. Quelles chaussures sont interdites au volant? Que vous portiez des tongs, des talons hauts ou des claquettes, vous êtes en règle. Cependant, il est important de savoir que le code de la route impose au conducteur d'être en mesure de réagir rapidement et en toute sécurité. Les forces de l'ordre peuvent encore une fois prendre la décision de sanctionner une conduite jugée dangereuse en raison du port de tongs, de talons hauts ou de claquettes. Si vous vous rendez dans un pays étranger, sachez que les lois peuvent être bien différentes. C'est notamment le cas en Espagne où conduire en tongs vous expose à une amende de 200 €. Dans certains pays, conduire pieds nus peut même être considéré comme une circonstance aggravante en cas d'accident. Alors, soyez prudents. Chaussures pour conduire, lesquelles choisir pour la conduite? Pour choisir les bonnes chaussures, pas de secret. Privilégiez celles qui offrent une bonne maîtrise des pédales. Inutile de vous préciser que ce sont les chaussures fermées à semelles fines qui sont les plus adaptées à la conduite. Il est donc conseillé de se tourner vers des baskets.
chaussures ne gênent pas vos mouvements. Assurez-vous aussi qu'elles vous procurent une bonne stabilité sur les pédales pour éviter toute perte de contrôle. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi en tout cas j'en ai encore appris plein. Je trouve ça fabuleux de pouvoir avec 2-3 clics, de pouvoir se renseigner sur des questions qu'on peut se poser, des questions qui sortent un peu du chapeau et qu'on se pose sans des fois peut-être chercher la réponse. Donc je suis ravie de vous apprendre plein de choses. Enfin c'est pas moi qui vous les enfin si du coup, mais en fait c'est sur internet, mais c'est moi qui vous l'ai dit. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.